donc j'ai décidé d'arrêter complètement et je suis rentré en entrepreneuriat et mon premier deal, c'est en Allemagne. J'ai fait l'acquisition d'une entreprise qui développait des microprocesseurs, des semi-conducteurs pour le secteur de l'automobile à Dresden. À l'époque, j'avais un ex-collègue de classe qui était allemand, qui venait de Düsseldorf. Il vient de plus de 300 ans de richesse familiale. Et essentiellement, il m'a toujours voulu faire un projet avec moi. C'est lui qui m'a lancé, qui m'a fait le filon sur ZMDI, la compagnie. Et essentiellement, on a fait l'acquisition. C'était supposé être un flip de 3 ans. Finalement, ça a été à presque 7 ans. Donc, finalement, on a réussi. C'était petite entreprise qu'on a réussi à monter. Et puis, on l'a vendu pour 350 millions de dollars en 2015, en décembre 2015. Bonjour tout le monde, bonsoir. Je suis particulièrement super content pour ce nouvel enregistrement que je vais faire aujourd'hui car j'ai le privilège d'être avec un chancelier, avec un philanthrope, avec un entrepreneur multirécidiviste et surtout un père de famille, Mister Franck Saint-Lémy. Ça va bien, Monsieur Franz? Ça va super, Guy. Merci pour l'invitation. Je crois que c'est, comme tu me l'as dit, ça fait 2 ans qu'on se parle et qu'on essaie de céduler cette rencontre, cet entretien. Donc, je suis très, très heureux de pouvoir finalement le faire. Donc, merci pour l'invitation. Merci aussi d'avoir persisté parce que euh, la- c'est ce qu'on dit parfois. On oublie que le temps passe très vite et si on ne prend pas le temps, ben, finalement, on se perd et on a failli se perdre. C'est moi qui te remercie, Franz. Comme j'ai dit en début d'entrevue, je suis vraiment content. Tu es quelqu'un que moi je suis depuis assez longtemps et tu m'inspires de par ton parcours, de par ta façon d'être, ce que tu partages, l'humilité, parce que on va traiter tout cela pendant l'épisode. Tu as quand même construit ce que moi j'appelle des gros monstres dans le sens positif du terme, du point de vue entrepreneurial. Et pourtant, en t'entendre parler de ça tout le temps, on a l'impression pour toi, ben, tu es une personne lambda, une personne classique. Heu, j'ai plein de sujets pour toi aujourd'hui. On va parler du groupe 37 pardon. On va parler de Leadertech, on va parler aussi de ton implication, sociétale, que ce soit, dans des universités, à la mairie. Ton titre de chancelier, je ne l'ai pas inventé, c'est réel. Donc avant qu'on ne rentre dans le sujet, dans le vif du sujet, mon cher Franz, je te propose de te présenter succinctement. Ben, en fait, mon nom est Franz Saint-Élémy. Je suis né en Haïti, à l'île de la Gonâve. C'est une petite île qui est dans l'enclave juste en face de la capitale Port-au-Prince. Et moi, je me considère comme une statistique ou une improbabilité statistique, ou parfois je dis que c'est une statistique improbable. Euh, la réalité, c'est que mon village euh, ou à l'île de la Gonâve, c'est 50 000 personnes, c'est très petit, et donc j'ai quitté à l'âge de 6 ans pour aller à Port-au-Prince dans le but d'attendre la disponibilité de mon passeport et un visa pour quitter le pays, parce qu'on devait quitter assez rapidement à cause de la situation politique du pays, changement de président, changement de régime
d'un régime totalitaire, dictatorial à un régime plus d'ordre démocratique. Mhm. Alors, nous, il fallait quitter très tôt, donc j'ai passé un an à Port-au-Prince et à l'âge de 7 ans, j'ai quitté pour Montréal, au Canada. Donc, je suis arrivé, je me croyais très riche parce que dans mon village, je ne manquais de rien. J'avais la terre, j'avais les animaux, j'avais tout. On avait la petite école et donc, et quand je suis arrivé à Port-au-Prince, j'ai réalisé que bon, j'avais pas tant que ça, mais j'avais quand même. Ouais. Et là, quand je suis arrivé au Canada, j'ai réalisé que j'avais rien. Donc, ma surprise quand je suis arrivé au Canada, je le dis affectueusement, c'est que moi, je venais d'un village qui avait pas d'électricité, pas de courant. Donc, il fallait que on utilisait beaucoup le gaz, on utilisait aussi le bois. Donc, il fallait que tu chauffes ton eau, il fallait que tu, euh, tu te fasses vivre de la terre. Et arrivé au Canada, stupéfait, l'électricité partout, il fait clair nuit et jour. En Haïti, il faut savoir, le soleil se couche à 6 heures le soir et à 6h05, c'est J'ai noir. eu le même choc quand je suis arrivé en Allemagne. J'étais surpris, j'ai dit, il y a un souci là, il est 22 heures, il y a le soleil. Qu'est-ce qui se Oui, passe? exact. Donc, et c'est là que j'ai réalisé que j'étais dans un pays très, très développé, qui était riche, mais je ne parlais pas très bien la langue, malgré que le français, c'est la langue officielle, c'était la langue officielle en Haïti. Tu Le parlais quoi? créole ne l'était pas. Ma langue naturelle, c'était le créole. Ma langue maternelle, c'était le créole. Et donc, je comprenais le français, mais je parlais pas vraiment le français. Et le français québécois, il est très différent du français de France. Mhm. Donc, les Québécois ont un accent et c'est un français qui est très vieux, donc avec des expressions qui sont très régionales et particulièrement au Québec. Donc, alors j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter. Euh, D'ailleurs, même à l'école, on s'est catégorisé école en difficulté d'apprentissage, ou élève, pardon, en Ah ouais, difficulté d'apprentissage. Ouais. Et finalement, par la grâce d'un professeur qui a eu la clairvoyance, il a entendu parler de ce jeune qui venait d'arriver d'Haïti, qui avait de la difficulté d'intégration, et il m'a observé dans la cour d'école. Et il voyait, au bout d'un mois, il m'a apostrophé, il m'a dit, écoute, quel est ton nom? J'ai dit Franz. Il me dit, OK, je me présente, Gérard Jeune, je suis professeur en troisième année. Et on m'a dit que tu as de la difficulté d'apprentissage, mais je te regarde aller dans la cour d'école et tu n'as pas de l'air d'avoir de la misère à t'intégrer. Je lui ai dit, non, non, j'ai pas de misère du tout. Il dit, mais oui, je te regarde aller, t'as pas de misère. Il dit, c'est toi qui organise les parties de foot, c'est toi qui organise les activités sportives, c'est toi qui défends les plus faibles et c'est toi qui orchestre tout ça. Donc, tu as l'air d'avoir vraiment une grande connexion. Je dis, ouais, effectivement, je suis bien connecté, mais je comprends pas mon professeur, j'arrive pas à comprendre son accent. Et il a fait un contrat moral avec moi en me disant, écoute, si tu améliores ton français, ton anglais, au mois de janvier, je te prends dans ma classe et je te fais un cadeau. Donc, on parle du mois d'octobre, mhm. donc novembre, décembre et en janvier. Donc, pendant 2 mois et demi, j'ai consommé tout ce que je pouvais consommer C'était en quoi comme termes de. cadeau? Parce qu'il fallait quand même motiver là pour que. Il m'a offert 3 livres. Donc, j'ai appris l'anglais et le français en 2 mois et demi. Ouais. Et j'ai passé un test oral et écrit au mois de janvier à la rentrée. Et finalement, il m'a pris dans sa classe. Il m'a donné 3 livres. Un qui était les contes de excuse-moi, c'était les Fables de La Fontaine Hmm. et le Bossu de Notre-Dame. Et le troisième, je ne me souviens plus c'était quoi le livre, mais c'était 3 livres. Mais je me souviens des deux que je viens de Wow. mentionner. Donc, essentiellement, et le reste, c'est l'histoire. Donc, après, j'ai fait du surclassement. Donc, on a sauté d'une année parce que, bon, mon apprentissage était tellement bien Ah ouais. que finalement, j'ai sauté un an de classe.
Et voilà, donc ça m'a donné le goût d'apprendre, mais aussi ça m'a rappelé l'importance de tendre la main aux autres. Donc, sans ce professeur Gérard Jeune qui m'a tendu la main, peut-être que j'aurais été un autre Franz. Ma réalité aurait été probablement différente. Et je le dis, si j'étais rentré dans les gangs de rue, j'aurais été un chef de gang de rue. J'aurais- Donc, me connaissant, c'est ma personnalité. Donc, tout ce que je le fais avec une vivacité, mais avec le but d'être le meilleur. Alors, et lui, il m'a tendu la main et ça a vraiment façonné ma façon de vivre pour le restant de ma vie. Donc, et je me suis dit, si lui, il a le courage et la capacité de tendre la main à un jeune comme moi, qui suis-je pour ne pas le faire? Incroyable. Tu penses que t'as encore eu à contacter le monsieur s'il est encore de ce monde? On se voit au moins une fois par année, C'est hein? incroyable, Donc, franchement. quand j'ai été intronisé comme chancelier de l'Université de Montréal, il a fait un témoignage et il était là, il avait été invité. Donc, c'est un grand monsieur qui a eu une grande carrière de professeur. Il a été directeur de plusieurs écoles. Il a transformé des écoles ici à Montréal, au Canada. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le Canada, c'est un pays d'immigrants. Et les immigrants jouent un rôle fondamental et clé dans l'évolution de l'écosystème scolaire ici. Et c'est bâti sur la force et le savoir de professeurs comme Gérard Jeune. On le salue. Ça me parle tellement parce que j'ai vécu une histoire, mais un peu plus. Je sais pas si c'était la même chose que toi. Moi, j'étais encore au primaire. Je sais pas si. Ouais, moi aussi. Ah, Ouais, j'étais en troisième année moi, primaire. j'étais en primaire. Chez nous, je sais pas à quoi ça correspond au Canada. CM2, donc la classe avant le lycée. Et Mm. j'avais un mais la relation était un petit peu différente parce que, autant, j'ai toujours aimé ma liberté, mais nous, on l'appelle le maître. Le maître, chez nous, on appelle, le maître. Ouais. C'était quelqu'un qui, sort qu'il est en bas. Je le vois chaque fois que je vais au Cameroun et j'arrive pas pourtant j'ai des professeurs à l'université avec qui on se tutoie, on se parle, mais lui, j'arrive pas même, il dégage comme, une sorte de respect. J'arrive pas à regarder comme ça, je l'appelle toujours: «Oui maître, oui», un peu comme dans les arts martiaux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Parce Oui, oui, qu'il bien m'a sûr. Mais tellement en fait, inspiré, il m'a donné beaucoup, beaucoup, de pouvoir avoir confiance en moi, mes capacités à pouvoir, avoir, des meilleurs résultats et surtout, il te disait que tu peux le faire. voilà. Donc c'est pour ça que ça me parle tellement et à chaque fois je vais le voir. Et à chaque fois, je me surprends, donc je me regarde moi-même pendant que je parle avec lui et je vois à quel point il a plus d'influence sur moi que pratiquement mes parents, quoi. Donc quand il me parle, je baisse les yeux et j'écoute. Oui, mais en fait, c'est la même relation que j'ai avec Gérard Jeune, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que ça fait, je le connais depuis la très grande majorité de ma vie, depuis plus de 40 Mmh. ans. Et aujourd'hui, quand je lui parle, c'est Monsieur Jeune. Même si on se tutoie, mais c'est C'est Monsieur le Jeune réflexe, quand même. tu pas, c'est rester en fait. Ouais. «Oui monsieur, oui Voilà, maître». exact. Voilà. Incroyable. Donc voilà. Alors, ça m'a permis de faire des études. Ça m'a permis aussi de réaliser que à travers des études, j'avais une clé. Donc, très jeune, j'ai appris l'importance d'avoir un métier. Mmh. Donc, je ne voulais pas avoir un diplôme, je voulais avoir un métier, une profession. Mmh. Donc, quand tu es ingénieur, avocat, médecin, c'est un métier, c'est une vocation. Donc, alors, j'aimais beaucoup les sciences, j'aimais beaucoup les science-fiction d'ailleurs. Et donc, pour moi, c'était important d'aller dans un métier de l'avenir, un métier que je pouvais rêver à inventer Mmh. l'avenir. Donc, alors c'est de là que j'ai fait des études en génie électrique, en vision ordinateur, et je suis devenu un ingénieur. J'ai commencé à travailler à Boston, aux Mmh. États-Unis. Donc j'ai fait une maîtrise, un bac à l'université Northeastern à Boston. J'ai fait une maîtrise et un fellowship à l'université du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Mmh. Et après, j'ai travaillé dans le domaine des semi-conducteurs, donc C'est des d'actualité en plus. microprocesseurs. Voilà, donc essentiellement, je développais des microprocesseurs qui convertissaient dans le fond
le monde analogique en monde numérique. Mhm. Et, euh, et voilà, donc C'était quoi à l'époque? Plus pour c'est des gamers ou c'était déjà des trucs qu'on implémentait dedans? non, à l'époque, c'était vraiment, en fait, on était avant-garde, on parle au milieu des années Mhm. 90. Donc, essentiellement, nos puces étaient utilisées principalement dans des secteurs comme les télécommunications, tout ce qui est sonar, de domaine militaire, un Domaine système de régalien, quoi, assez navigation. sensible quand même. Voilà, exact. Donc après, donc ça a été utilisé dans les systèmes audiovisuels, donc tout ce qui est le son, le numérique, et essentiellement, c'est de là que j'ai développé cette expertise-là dans traitement de signal, acquisition et traitement de signal. Donc voilà, donc c'est ça, ça m'a amené à faire une carrière dans les technologies où est-ce que vraiment j'ai vu à quel point nous les Noirs on n'est pas présents. Et j'ai vu qu'il y avait une opportunité énorme. Donc, ce n'est pas par hasard que je suis devenu entrepreneur en technologie de pointe. Parce que bon, du moment, ce qui est fantastique quand t'as un métier, ils peuvent ne pas aimer ta couleur de peau, ils peuvent ne pas aimer ton accent, ils peuvent ne pas être en mesure de prononcer ton nom, Ils mais peuvent rien faire dans les contre tes faits, ton performances. expertise parle. Donc, ton expertise, la rareté de ton... Plus tu es spécialisé. Moi, je suis spécialisé, pas juste en technologie de pointe, mais en technologie de pointe très, très, très pointue. Donc là, on parle de microprocesseurs, mais aussi de logiciels d'intelligence artificielle, de ordinateurs quantiques. Donc, des secteurs très pointus où est-ce qu'il y a très peu d'experts. Et c'est comme ça que je me suis développé une réputation internationale Mais comment est-ce que dans un comment créneau. est-ce que tu es allé dans cette expertise-là, en tout cas dans le détail de cette expertise-là, étant donné que, OK, pour les gens aujourd'hui, ça peut paraître logique, de parler d'intelligence artificielle, de semi-conducteurs, notamment avec, des boîtes comme Nvidia. Mais à l'époque, pour, heu, pour ma mère, par exemple, ça veut rien dire, quoi. Je veux dire, si tu parles semi-conducteur ou, intelligence artificielle, il y a de cela 20 ans, 30 ans, c'est beaucoup, c'est pas très concret, quoi. Donc, comment est-ce que toi, Pas tu très commun. réussis, surtout d'où tu viens, à te diriger vers ce secteur qui n'est pas forcément mainstream? Est-ce qu'il y a une influence Bon, de tes parents? Je sais pas, on n'en a pas parlé. Est-ce que eux, ils ont fait ce type d'études-là? non, 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 pas du tout. Mais en fait, moi, j'ai traité ma carrière, mon développement comme un athlète professionnel. Et donc, et un jour, je vais écrire un livre là-dessus, c'est l'aptitude compétitive. C'est-à-dire, je vais faire un parallèle Vous l'avez au noté, hein, foot, c'est au dans mon soccer. podcast qu'on a annoncé ça, le bouquin. Euh, donc, le soccer en Amérique du Nord, le foot en Américain, Europe, ouais. ou partout dans le monde. Donc, si tu veux jouer dans la Champions League, il faut que tu te mettes dans un contexte pour être en mesure de pouvoir jouer dans la Champions League. Alors, la Champions League, la Ligue des Champions, elle se joue en Europe. Donc, tu as bien beau être un très bon joueur au Cameroun ou un très bon joueur en Côte d'Ivoire ou en Haïti ou même au Canada, si tu ne vas pas En Europe, en dans, Espagne. en Europe, les chances pour toi de jouer dans la Ligue des Champions sont presque nulles. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, une fois que tu es en Europe, si tu veux gagner la Ligue des Champions, si tu veux vraiment, il faut que tu ailles en Angleterre, il faut que tu ailles en Espagne, il faut que tu ailles en France, il faut que tu ailles en Allemagne, dans les grandes ligues, en Italie. Donc, t'as bien beau jouer en Norvège, puis tu joues dans la Ligue des Champions parce que, bon, t'es champion en Norvège, c'est le fun, mais la probabilité que tu gagnes la Ligue des Champions, elle est très minime. Donc, il faut que tu te mettes dans un environnement propice à ce que tu puisses développer ton talent, mais aussi avoir des collisions à tous les jours, te mesurer avec les meilleurs. Alors, du moment que je voulais aller dans les techs, le réflexe, c'est quels sont quels sont les marchés où le tech est en évolution? Ben, il y avait deux marchés en Amérique du Nord. C'était Boston et c'était la Silicon Valley. Donc, j'ai fait mes études à Boston. Donc, et une fois des études, je me suis aussi posé la question, quelle est la meilleure université que si je rentre dedans, qui va augmenter la probabilité que je gagne la Ligue des champions des technologies?
well, le Massachusetts Institute of Technology, c'est La la référence. référence. Donc, alors, je suis rentré dans l'écosystème, dans le circuit. Une fois que tu es dans le circuit, ben, c'est là que tu côtoies les inventeurs de demain. Donc, tu as des gens qui travaillent sur des problèmes complexes et complexes. Et comme moi, je suis rentré dans les semi-conducteurs, les semi-conducteurs et les logiciels, essentiellement, c'est ce qui font développer l'économie actuelle. Et donc, il n'y avait pas de hasard là-dedans. C'était vraiment très planifié depuis le début, d'aller dans les technologies de pointe. Mhm. Et les semi-conducteurs, c'était le secteur de l'avenir. Mais pour faire fonctionner les semi-conducteurs, ça prend de logiciels. Et il y a différents types de logiciels. Et l'intelligence artificielle, c'était une question de temps avant que l'évolution se passe. Mhm. On en parlait déjà il y a 30 ans, mais ce n'était pas aussi avancé. Donc, on a fait des avancements majeurs avec tant les circuits intégrés que les logiciels, les réseaux de neurones. Donc, voilà. Alors, ceux qui veulent jouer dans la ligue des grands, il faut se donner un contexte de référence et être dans la ligue des grands. T'as bien beau être le champion chez toi, mais si ton cercle de référence c'est limité au local ou au national, il faut que tu ailles à l'international et te mesurer au meilleur. Et c'est intéressant, quand on se mesure au meilleur, c'est là qu'on est capable de réaliser que tout est possible, qu'ils sont pas si forts plus forts que moi, ils Mhm. ont juste les meilleurs outils, meilleur encadrement. Et moi, à talent égal, ben, je vais toujours I'll back myself. Super. Yes, c'est super intéressant comme cette approche que tu as de te donner les moyens bah, d'être le meilleur dès lors que tu as choisi l'industrie ou le périmètre dans lequel tu veux performer. Euh, du coup, Oui, il faut se mesurer au meilleur faut, pour savoir si on est en mesure en fait, pour réussir à grande échelle, il faut jouer dans la Ligue des grands, il faut se mesurer au meilleur. Et donc, moi, c'est ce que je me suis toujours permis, le luxe de me mesurer au meilleur de mon industrie afin de voir où ce que je me mesure, mais aussi d'apprendre. mhm. Parce que quand tu côtoies les meilleurs et les meilleurs, ben, finalement, tu finis par apprendre et par développer des réflexes que, en temps normal, tu ne développerais pas dans un environnement moins compétitif. Mais j'imagine qu'avec ce niveau de compétition-là, même si je sous-estime pas hein, tes capacités, mais dès lors que tu arrives comme ça au MIT, forcément, tu as les meilleurs du monde. Donc, comment est-ce que tu réussis déjà à rentrer même? Parce que on va, on va pas se mentir, c'est pas pour les moyens au-delà du talent, il faut être un performeur, comme tu l'as dit tantôt. Il faut avoir les codes aussi. T'as pas forcément les codes. Comment est-ce qu'on réussit à, dès lors qu'on a identifié le terrain sur lequel on veut jouer, à s'approprier les codes qui permettent justement de compétir avec ceux qui sont sur le terrain, quoi. Ben, en fait, comme je suis un ancien sportif, je vais encore utiliser une analogie de sport. Si tu, si tu euh, arrives à faire les Olympiques, à te qualifier pour les Olympiques dans le 100 mètres, tu es déjà parmi les meilleurs. Donc, il faut assumer que tous ceux qui sont là ont réussi à faire le minimum nécessaire pour se qualifier pour les Jeux olympiques. Mhm, Donc, le talent est là. Donc, la différenciation n'est plus une question de talent ou de compétence ou de capacité. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est les, ton entraînement, ton encadrement, ta nutrition, les entraîneurs, et ta discipline, ton éthique de travail. Le talent naturel seulement, ce n'est plus assez. Donc, oui, aller au MIT, oui, absolument, ça prend des notes, mais être au MIT, ce n'est pas gage de succès parce que tout le monde qui est au MIT ont les compétences nécessaires pour avoir du succès. La question, c'est quand tu as est-ce que tu as assez faim? Est-ce que tu es assez discipliné? Est-ce que tu as assez, en anglais, on dit the hunger, pour
aller above and beyond. Et je pense que c'est là que moi, j'avais un avantage parce que je viens pas d'une famille très riche, je viens d'une très grande famille. Mon père a eu beaucoup d'enfants et essentiellement, je viens d'un milieu très modeste et moi, j'avais faim. J'avais soif de savoir, j'avais faim. Je... Donc, personne ne m'a rien donné. Il fallait que j'aille Chercher. absolument chercher. J'étais curieux, je te posais toujours des questions. J'avais jamais peur de demander comment est-ce que lui ou elle font, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont intéressés à ça. Et de fil en aiguille, je me suis bâti comme une réputation de quelqu'un qui est curieux, qui a le goût d'apprendre. Donc, les professeurs t'aident, les collègues de travail ont envie de t'aider, tes patrons ont envie de t'aider, tout le monde qui gravite autour de toi, il voit quelqu'un qui est ambitieux, qui a le goût d'apprendre, qui a le goût d'essayer. L'exemple que je peux donner encore, c'est la différence entre Lionel Messi, Cristiano. Cristiano Ronaldo ou, euh, ou Paul Pogba. Il n'y en a pas une grande. Les trois ont un talent extraordinaire donné par Dieu. Mais la discipline, l'éthique de travail et le courage de Messi et Ronaldo, Paul Pogba n'a peut-être pas ces capacités-là. Donc, ce n'est pas donné à lui. Ça ne veut pas dire Qui peut pas le qu'il est faire. pas, qu'il est un Il peut pas mauvais. l'améliorer, il Mais, peut pas le travailler. mais quand tu opères à ces niveaux-là, c'est pas juste une question de talent. Le talent, ce n'est que un droit d'accès. Donc, c'est le travail, c'est la discipline, c'est le commitment, c'est les sacrifices qui font en sorte que tu deviens un joueur élite de très grand niveau. Dans mon domaine, c'était la même chose. Donc, je me suis développé une réputation d'un travaillant, de quelqu'un qui est curieux, qui a le goût d'apprendre, qui n'a pas peur de faire des erreurs, mais qui n'a pas peur d'apprendre et n'a pas peur aussi de prendre des risques. Le goût du risque, c'est là qui m'a amené à essayer à répondre ou à résoudre des problèmes que d'autres ne voulaient pas résoudre. Et c'est là que je suis rentré dans le domaine de l'audiovisuel. À l'époque, les systèmes, les consoles de son, c'était les grands systèmes. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais à l'époque, hein, les systèmes, c'était, tu avais un console pour chaque, ton mixing console il était différent, tes basses étaient différents, ton mixeur était Mhm. différent, tes amplis étaient différents. Et ça demandait beaucoup de, de systèmes pour faire de l'audiovisuel. Et nous, on a répondu à la question à savoir comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer, numériser tout ça et intégrer ça dans ce qu'on appelle home theater in a box, dans un seul système qui pourrait avoir l'ensemble de mixage, mais faire ça de façon numérique versus analogique. Et c'est comme ça qu'on a développé différents types de semi-conducteurs, différents types de logiciels. Donc, par exemple, pour avoir un système surround, euh, donc il fallait que tu aies 12 speakers, les subwoofers, il fallait que tu aies des tweeters, il fallait que tu aies toutes sortes d'écouteurs Mhm. séparés, toutes sortes de consoles séparées pour faire le son. Aujourd'hui, avec le logiciel et avec un seul console, on peut avoir du virtual surround. Donc, tu as une seule barre de son qui peut faire le bruit Plusieurs types de sons. de son. Et ça, c'est ce qu'on appelle les home theaters in a box. Donc ça, ce sont des problèmes qu'on a résolus dans l'industrie pour ceux qui n'ont pas les capacités de s'acheter des grands systèmes de Bose ou de Denon ou de Marantz, des grands systèmes. Il y a aussi des systèmes qui sont numériques. Euh, et c'est des types de problèmes, par exemple, qu'on a pu résoudre, qui ont démocratisé l'accès à l'audiovisuel, et qui ont fait changer la façon dont on interagit avec les systèmes de son aujourd'hui, les systèmes d'infodivertissement. Mm. Nice. Super intéressant tout ça. Euh, T'as fait combien de temps à Boston? J'ai fait 9 ans à Boston et j'ai fait un autre 3 ans dans la Silicon Valley. Ah, quand même, t'es passé par la Silicon Valley après. Oui. Ok. Tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui en ressort? La légende qu'on entend de la Silicon Valley, c'est quoi ton Ben, perception à ben toi? Silicon, c'est la Silicon Valley, c'est la Silicon Valley. Ce qui fait
la, f- la force de la Silicon Valley, c'est son écosystème, c'est sa proximité. Donc, per capita, tu as un nombre extraordinaire d'entrepreneurs, d'entreprises, de chercheurs, de talents qui focus dans une seule industrie, dans l'industrie des tech. Donc, ce qui fait en sorte que tu as c'est comme du popcorn, tu as énormément de potentiel d'éclosion. Et dans les techs, il y a la recette n'est pas compliquée, hein. Mhm. C'est une idée euh, ou un problème à résoudre. Et plus grand est le problème, plus grand est le potentiel. C'est le financement et c'est le temps. Donc, parce que si tu as un problème, tu vas avoir accès à des gens qui vont être intéressés à financer. Et si tu as assez de temps ou tu as assez d'argent pour te donner du temps, tu vas réussir. Comment est-ce que toi tu te lances pour la première fois? Parce que je sais qu'avant les Dartech, tu as eu quand même quelques expériences, soit comme advisor ou bien comme exécutant. Est-ce que tu est-ce qu'il y a un fil conducteur ou Oui, oui, en fait, malgré que je travaillais pour des entreprises, j'ai toujours été un intrapreneur. Mhm. Donc, j'ai toujours développé des modèles d'affaires, des nouveaux modèles d'affaires pour chacune des entreprises sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, par exemple, chez Analog Device, mon premier employeur, j'ai développé une nouvelle division dans l'audio vidéo. À l'époque, je vous rappelle, c'est 97, 98, 99. J'ai développé un nouveau modèle de zéro allant jusqu'à pas loin de 400 millions, 380 millions en l'espace de 5 Ah ans. ouais, quand même. Alors ça a La généré division, tu l'as beaucoup développée de zéro. Elle n'était de, pas existante. C'est toi qui as voilà, pris le truc de zéro exact, pour. exact. Donc les problèmes que je te parlais tout à l'heure Mhm. dans l'audiovisuel, C'est toi qui pitch le donc truc. Comment est-ce que tu réussis à oui, vendre l'idée ben en fait j'ai vendu l'idée à mon patron. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu serais intéressé si on regarde à résoudre ce problème-là? Il m'a dit parfait. Il m'a donné dans le fond un budget d'1 million de dollars. Et alors, j'ai passé presque un an à développer des hypothèses, des preuves de concept, mais aussi à valider avec des clients potentiels et à signer aussi des early adopters. et comment tu Donc, fais ça? Parce qu'il y a une chose de aller travailler sur le produit pour mhm, développer le meilleur produit possible. Mais le business, ça, c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire d'aller vendre le produit, d'aller exposer le produit oui, sur le marché. Et généralement, nous, les techs, c'est comme ça qu'on nous qualifie souvent. On aime bien aller comme ça bosser dans notre grotte pendant plusieurs mois et sortir un truc qui parfois n'intéresse personne. Comment est-ce que toi, étant donné que tu n'avais pas forcément ce côté business, si je ne m'abuse, comment non. est-ce que tu réussis Mais à en fait, combiner les deux? J'ai identifié un problème où je peux apporter c'est une la solution technique résolution, plus ouais, le business. c'est la résolution de problème. C'est que dans le fond, il faut bien définir le problème. Une fois qu'on a bien défini le problème, c'est d'aller valider est-ce que cette problématique-là, c'est une problématique qui est niche ou de masse. Donc, alors, c'est en parlant à des clients. Donc, l'idée, c'est de dire, euh, le problème dans l'audiovisuel, c'était comment est-ce qu'on prend la même qualité de son qui sort des studios et comment est-ce qu'on peut amener ça du studio à la maison et dans le véhicule. Et à ce moment-ci, la question à se poser, c'est est-ce que si on était capable de trouver une solution pour miniaturiser ça, est-ce que Sony, Denon, Marantz, Yamaha, Kenwood, Bose, est-ce que Ils seraient prêts. Samsung, LG, toutes ces entreprises-là, est-ce qu'ils seraient intéressés à prendre le risque pour l'évaluer? Si la réponse c'est oui, est-ce qu'ils pourraient voir un nouveau modèle d'affaires? Est-ce qu'ils utiliseraient, par exemple? Et là, si la réponse c'est oui, ben là, on sait qu'on a un très gros marché et on sait que si on résout le problème, ben, il y a un intérêt. Donc, il faut d'abord avoir la bonne question et être en mesure de valider est-ce que cette question ou cette problématique, est-ce qu'elle est applicable à tout le monde? Est-ce que c'est tout le monde qui serait intéressé? Mhm. Donc,
Pardon de Ça, poser les c'est questions, bon. de façon si, ultra précise, Non, hein. C'est vraiment pour essayer non, non, de c'est bon. voir, en Mais c'est profondeur. comme ça que ça se Ouais, passe. Alors, donc, on fait une validation de marché. Une fois que le marché est validé, à ce moment-là, on peut dépenser un peu plus. On fait une preuve de concept. Donc là, on va faire une proof preuve of de concept. concept de papier à preuve de concept. Et là, on va valider avec les Là, clients, le les produit mêmes fini n'est clients qui n'ont pas encore créé. pas encore Tu juste développé. identifié, je sais pas, peut-être, une option qui est tellement waouh, au point où les gens sont prêts à le payer et c'est ça que tu vas exposer, en fait, à ces personnes avant d'aller le développer plus tard. Bon, d'abord, c'est ça, c'est développer le concept sur papier. Donc, techniquement, est-ce que le concept que ce soit un sketch ou un modèle mathématique, mais est-ce que le concept peut marcher? S'il peut marcher, donc développer une preuve, donc Une maquette, un un échantillon, échantillon une maquette ou un échantillon qui est pas obligé d'être le produit final, qui est mais un fonctionnel. échantillon pour prouver que ça fonctionne. Pas obligé d'avoir toutes les fonctionnalités, mais que une des hypothèses que tu as avancées, que ça marche. Et là, à ce moment-là, les clients, ils sont prêts à embarquer, donc ils te donnent, tu peux demander une décision conditionnelle à la livraison. Ce serait Et quoi? Un là, account ou non, même pas. protocole Est-ce qu'il y d'accord? a un intérêt? Ouais, s'il y a un intérêt et que ça crée il y a assez de clients pour créer l'intérêt. Si c'est un seul client, à ce moment-là, là, on demande un acompte. Mais si ce n'est pas un seul client, et que plusieurs clients, là, tu veux développer un produit standard qui va être applicable à plusieurs de ces clients-là. Donc, essentiellement, il y a ça. Évidemment, au-delà de ça, il y a, bon, est-ce que tu appliques pour des brevets ou pas? Est-ce qu'il y a des droits d'auteur? Est-ce qu'il y a toutes sortes de propriétés intellectuelles qu'il faut prendre en considération aussi? Parce que on a inventé des nouveaux produits, des nouvelles technologies comme les sample rate converters, les convertisseurs de fréquences qui ont changé la donne énormément parce que tout à l'heure, quand je vous disais, tu sais, euh, on est capable d'aller chercher euh, des consoles de mixage et les miniaturiser. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on réduit, on parle de haute fréquence à petite fréquence, on convertit à petite fréquence. Miniaturise, je sais pas si ça se dit. Voilà. Ouais, non, pour miniaturiser, c'est ce que tu vas faire. Donc c'est les principes de multiplication et division et essentiellement pour miniaturiser ça. Donc voilà ce qui est, on a inventé aussi Ça se brevette. des ouais, oui, oui, bien sûr, des technologies de convertition ou de Mmh. filtrage. Donc c'est des termes plus Mmh. anglophones, mais des byquads ou Et qui des a la trucs comme propriété ça sont intellectuelle? C'est l'équipe qui a la compagnie. la Ouais, la compagnie? compagnie. Est-ce qu'il y a ton Ouais, nom je quelque peu travaille pour la inscrit quand même, un petit compagnie. caractère? Ouais, ouais, les brevets, oui, ou les droits d'auteur, certainement, mais ça appartient à la compagnie, ça ne m'appartient pas. Mmh. Donc, alors, toutes ces inventions-là sont des inventions qui ont changé la façon dont on procède. Tu sais, comme, je te prends des inventions, euh, tu sais, qu'on prend pour acquis, qui sont de base, mais tu sais, par exemple, la radio, Ouais. maintenant, toutes les radios ou les antennes de radio, les Même, j'ai vu antennes le clic sont de Apple là, le ouais, ouais, c'est partout. Mais il fallait inventer ces genres de technologies-là. Donc, alors, c'est là une fois que tu as une preuve de concept qui est intéressante, ben, là, les clients sont prêts à signer. Hein. ouais, de 0 à 400 000 à 400 millions. 400 millions, j'ai développé plus grand que ça Mais comment ça se passe? Est-ce qu'ils te en donnent quelques une participation dessus ou est-ce comment est-ce qu'ils réussissent à continuer de non, t'engager? Parce que c'est des sommes quand même qui ben, ça peut rendre fou, quoi. c'est vrai. Mais quand on est jeune, on veut faire. Puis une fois qu'on fait, ben, on se dit, ben, on va être payé parce qu'on fait, on réussit, on a du succès, on est promu, on a. Donc j'étais le plus jeune directeur général d'une division de l'entreprise. À l'époque, j'avais 23 ans. Donc, Waouh! tu sais, il y a aussi la chance. Tu sais, j'étais dans une bonne époque où est-ce qu'il y a la transition numérique qui se faisait, tu sais, de l'an 2000, la Ouais. transition 1999 à l'an 2000. Donc,
il y avait une euphorie, il y avait le bug de l'an 2000 qui a crash Ouais, en 2001, puis après ça, bon, il y a eu un une autre autre pic. montée. Donc, ouais, alors, j'étais bonne place, bon moment, mais aussi une fois qu'on a un esprit de synthèse, on est capable de synthétiser les bons problèmes et de cibler les bonnes entreprises, ben, finalement, la réussite, il y a une recette, hein, il y a une méthode. T'as dit que c'était pas la seule boîte où t'avais eu à... Non, non, non. Après ça, j'étais chef de la direction technologique et vice-président et chef de produit dans une entreprise qui s'appelle Future Électronique. Mhm, Et là, on a développé des concepts de lumière intelligente. C'était à l'époque où est-ce que les lumières passaient de la bulbe incandescente à la bulbe solid state. Donc, alors, on a développé des concepts de développement. On a même fait une joint venture entre Philips mhm. et Agilent et Future. Donc, la joint venture, c'était Philips et Agilent, c'est devenu Lumileds. Et le joint venture entre Lumileds et Future est devenu Future Lighting Solutions, FLS. Et ça, on a développé ça, et puis ça a généré, l'année que j'ai quitté en 2004, c'est, excuse-moi, en 2010, on générait, de 2004 à 2010, on a généré 1 milliard de chiffre Ah d'affaires. ouais, quand même. Mais là, t'as dit Ouais. que le truc n'existait pas. C'est un truc que t'as aussi pris from Non. scratch. Alors, ce qu'on a développé, c'est une méthode pour rendre les lumières intelligentes. Mhm, Donc, et dans le fond, c'est les LEDs, dans le fond, c'est des rayons ultraviolets, c'est de être en mesure de mixer les couleurs pour avoir une densité. Donc, parce que c'est artificiel, c'est pas une mhm. couleur naturelle. Donc, on appelait ça le color mixing. C'est de trouver les bons patterns. Donc, on a développé un algorithme pour mixer les couleurs qui permettrait d'avoir, par exemple, du warm white, du bright white, du, même des lumières à basse fréquence. Par exemple, si tu fais la culture de marijuana, tu as besoin d'une lumière à basse fréquence. Si tu fais de la culture de tomates, tu as besoin d'un autre type de lumière. Donc, c'est tout les rayons UV Mhm. mixés ensemble sur les bonnes fréquences, ben, tu as un mix. Donc, si tu es capable de trouver le mix parfait, tu es capable d'adapter une lumière de discothèque versus une lumière de lecture versus une lumière d'ambiance de Ouais. véhicule. Donc, tout ça numérique. Donc, adapter l'intensité, ce qu'on appelait le color Mhm. mixing. Et on a développé un logiciel qui permettait, et ça a démocratisé l'accès aux lumières intelligentes. Et donc, par exemple, les grands magasins de Louis Vuitton, de London Bridge ou la Tour Eiffel ou de New York ou le Golden Gate Bridge, quand tu vois qu'ils sont allumés, Ouais. illumés, mais tous les light shows, les shows par exemple, du Cirque du Soleil ou de Céline Dion, est-ce qu'ils ont des shows de Mhm. lumière? Donc, c'est grâce à notre technologie qu'on a fait ça. Donc, on a pu démocratiser l'accès. Les hôtels, tous les hôtels Ça ont, se brevette ont aussi ou trans- si tu peux pas, Oh, c'est oui, ben, tout... Ah, le le logiciel, c'est logiciel, plus ok. un droit d'auteur. Mhm, droit d'auteur. Donc, et ça nous a, alors, on a créé des centres d'intégration et de développement, et on travaillait avec des architectes, des designers, des landscapers, des développeurs, immobiliers, développeurs de véhicules, des développeurs de, de les gestionnaires ou des opérateurs de tours comme Live Nation. Mhm. Donc, Madonna, son stage, c'est un stage à 10 millions de dollars de show de lumière. C'est Donc, incroyable, ça. C'est ouais. incroyable. Donc, voilà, on était en avant de la parade et ça nous a donné une, un avantage marqué. Donc, on a pu créer une très, très grosse business avec cette intensité-là. Donc, Yes. Donc après, tu as bossé un petit peu comme, je sais pas si on peut qualifier ça après, chief of staff ou comment on dit, bras droit non, ou... non, en fait, par la suite, en 2010, il y a eu un élément déclencheur. En 2010, en janvier 2010, il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Ah, je En me l'espace de rappelle. quelques secondes, il y a eu plus de 300 000 personnes qui sont mortes
comme ça. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais voir mon boss parce que, bon, je générais une très grosse business, plus d'1 milliard de dollars, et j'avais conçu, cofondé. Et j'avais plus de la moitié de l'organisation qui se rapportait à moi. Et j'étais chef de la direction technologie, chef de la direction de produit. C'est moi qui avais la vision marketing, et j'étais voir mon boss. Je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider mon pays, Haïti? Il m'a dit absolument, on va aider. Je dis ok, parfait. Bon, je connaissais beaucoup de monde dans l'industrie, alors j'ai commencé à appeler des gens pour faire des donations. Donc, et j'ai appris vraiment une leçon que je n'ouvrirai jamais, qui m'a transformé beaucoup. J'ai réalisé que malgré que les gens ont une certaine sympathisant, mais quand il s'agit de faire quelque chose de concret, d'aider les gens, surtout d'aider les pays afro-descendants, euh, c'est très difficile de sortir de l'argent. Donc, des gens que je connaissais, que je pouvais aller souper avec eux, soit à Vegas lors du Consumer Electronics Show, ou bien à New York ou Engineering Society Show, ou à San Francisco, vol privé, restaurant exclusif, alcool exclusif, des soirées qui peuvent coûter 30, 40, 50 000 dollars. Et là, quand je les appelais, me dire, est-ce que tu veux aider des clients ou des partenaires, des gens que je connaissais, que je vois, Mhm. qui pouvaient dépenser 100 000 dollars comme ça, là. Et ils envoyaient des chèques de 1 000 dollars, 2 000 dollars, 500 dollars. Et finalement, au bout d'un mois, j'ai pu, de mon côté, avec mes ressources et avec mes connexions, on a récolté 170 000 dollars. Et là, j'ai été voir mon patron, et il m'a dit qu'il allait matcher dollar pour dollar ce que j'ai levé. Et là, il m'a demandé c'était quoi le dommage. Je lui ai dit, ben écoute, c'est 170 000 dollars. Il m'a regardé et il a dit, waouh, c'est beaucoup d'argent. Ah ouais. Donc, Alors que pour c'est toi, moins c'était, de, c'est moins de 1 dollar par mort. C'est moins de 1 dollar par mort. Alors, donc, à 200, euh, à 170 000 dollars, tu peux pas faire grand-chose. Donc, et c'est là que j'ai réalisé que il faut que je sois en contrôle du flot de l'argent. Faut que je sois propriétaire ou bien copropriétaire ou bien très grand il faut actionnaire que influent. tu aies une puissance financière que tu Faut que je contrôles. puisse diriger les dollars. Ouais. Et ça a changé ma vie. Donc, j'ai décidé d'arrêter complètement, et je suis rentré en entrepreneuriat, et mon premier deal, c'est en Allemagne. J'ai fait un leverage buyout. Donc, LBO. j'ai fait l'acquisition. Ouais, Mhm. ouais, j'ai fait l'acquisition d'une entreprise qui développait des microprocesseurs, des semi-conducteurs pour le secteur de l'automobile à Dresden, Mhm. en Allemagne, sur Mais comment tu fais Grenzstraße, pour acheter qui, ça? J'imagine que tu as utilisé un alors financement bancaire? oui, ben en fait, c'était à l'époque, j'avais un ex-collègue de classe qui était allemand, qui venait de Düsseldorf, Mhm. et lui, il vient de plus de 300 ans de richesse familiale, Ah ouais. et il gérait l'argent de la famille. Et essentiellement, il m'a toujours voulu faire un projet avec moi. Ah, j'imagine Et qu'il a dû te donc, proposer pendant plusieurs années. Toi, tu disais, ah, moi, je suis dans un truc là, voilà, je suis bien, c'est ça. j'adore. Ouais, Là, donc, c'est toi qui le contacte en fait, sans- qui dit, ok, j'ai ouais, réfléchi. écoute, là, je suis prêt. Et puis, c'est lui qui m'a lancé, qui m'a fait le filon sur ZMDI, la compagnie. Mhm. Et essentiellement, on a fait l'acquisition. C'était supposé être un flip de 3 ans. Finalement, ça a été à presque 7 ans. Ah ouais. T'étais Mais on a opérationnel? quand même... Oui, oui, j'étais président de l'entreprise, hein. Ok. Donc, finalement, on a,
on a réussi. C'était un petite entreprise qu'on a réussi à monter et puis on l'a vendu pour 350 millions de dollars en 2015, en décembre 2015. Waouh! Ouais. Et excuse-moi, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails de ce que tu peux partager, bien sûr, heu, Oui, pour faire du build non, c'est pas du build-up, c'est du rachat d'entreprise. Comment est-ce oui, que oui, c'est ça. parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que tu tu découvres le métier et tu réussis à l'exécuter. Comment est-ce que ça se passe? C'est quoi le process? Comment déjà tu identifies la pépite? Parce que j'imagine des entreprises de ce type, il y en a plusieurs. Comment identifier la pépite dont tu sais que tu pourrais éventuellement faire un exit, un joli multiple, quelques années beaucoup plus tard? Bon, alors ça revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, d'être en avant de la parade, c'est de pouvoir identifier les besoins essentiellement et voir est-ce qu'il y a des gens ou des entreprises qui vont avoir ce besoin-là. Est-ce que ça se réplique? Hein? Est-ce qu'il y a un effet multiplicateur? Donc, essentiellement, ce qui m'a intéressé, c'est que l'entreprise, elle développait des OK, semi-conducteurs qui déjà allaient un dans des secteur que tu capteurs connais pour que que je OK. connais et qui pouvaient être intégrables dans des capteurs qui vont dans les systèmes de suspension, les systèmes de freinage, les systèmes de steering, de volant Mmh. électrique, les airbags, euh, les détecteurs de passagers, les systèmes de HVAC, les détecteurs de couleur, les détecteurs de température, détecteurs. Donc, Donc c'était marché toutes large, ça veut des... dire que tu peux vendre à plusieurs personnes, automobiles, enfin dans plusieurs industries, quoi. Voilà, exactement. Donc, on a développé, basé sur, encore une fois, des expertises que j'avais auparavant, de développer des chips qui étaient capables de détecter l'intensité de la lumière. On a développé des types qui étaient capables de détecter la température, mais aussi les particules dans l'air pour améliorer les systèmes de HVAC, les systèmes de détection, mais aussi d'améliorer des systèmes de positionnement qui permettent aux véhicules de se stabiliser Mmh. en étant capable de détecter la condition de la chaussée, la condition de la route, le positionnement. Donc, c'était toutes des accéléromètres, des yaw rates, toutes des gyros, donc toutes sortes de types de capteurs. Et évidemment, donc, c'est des systèmes très complexes à développer. Ça a pris du temps avant qu'on développe, mais éventuellement, on a réussi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste l'automobile, c'est aussi le médical, c'est aussi les consumers, les téléphones Mmh. cellulaires, ben, ils ont tous des détecteurs de lumière pour l'intensité du flash pour prendre des photos. Donc, euh, quand tu es sur un mode automatique, par exemple, flash automatique, le soir, comment est-ce qu'il sait qu'il doit euh, ouvrir le flash? C'est parce qu'il détecte Mmh. l'intensité de la lumière. Donc, c'est des capteurs comme ça qu'on développait et quand tu rentres dans le téléphone cellulaire, le volume, c'est énorme. On a les mêmes types de capteurs aussi sur les véhicules, donc les automobiles. Et voilà, donc on a développé ça, on a monté de 30 millions à l'année où est-ce qu'on a vendu à pas loin de 180 millions de chiffre d'affaires, donc ce qui fait Waouh! en sorte qu'on a pu développer un modèle très intéressant. Mais pour ça, il faut être capable d'anticiper les problèmes, résoudre les problèmes, mais aussi savoir est-ce que c'est un problème qui va perdurer dans le temps, est-ce que ça va s'accélérer. Yes. Donc, Donc moi j'ai 2 questions. Je vais revenir toujours derrière, j'ai envie de comprendre comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on rentre en contact avec le vendeur? C'était qui? Est-ce que mhm. c'était, une entreprise familiale et Alors, puis, donc nous, on a fait un carve-out, donc on l'a acheté de l'État de la Saxonie. Alors, petite histoire, quand le mur de Berlin est tombé, mmh, il y a du est côté est de l'Allemagne, il y avait beaucoup d'opportunités, il y avait beaucoup de développement à faire parce que c'était l'État qui était le moteur de l'économie, alors que c'était le dans l'Ouest, socialisme. c'était l'économie, dans le fond, était plus private sector. Mmh. Et essentiellement, au fur et à mesure, il y avait des assets ou toutes sortes
de centres de recherche, des centres de développement. Et là, l'État de la Saxonie était encore propriétaire de la recherche dans microélectronique. Donc, il y avait une division ou une société qui était Zentrum, ZMD, Zentrum Mhm. Microélectronique Dresden International, ZMDI, Mais qui était euh, détenu par l'État du Saxon. par l'État de la Saxonie. Et là, ben, justement, on a fait une offre pour une partie de cette division-là, parce qu'ils avaient le packaging, l'assemblage, le test, le montage des... Donc, nous, on voulait juste la partie développement de semi-conducteurs. Donc, on a fait une offre et on a fait une offre, on a financé basé sur la dette. Donc, c'est comme acheter un immobilier. Donc, tu t'achètes, La dette, mais tu mets en avec utilisant un quoi, down payment. le dispositif canadien ou le dispositif allemand? Non, 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 c'est dispositif allemand. Il faut absolument que tu fasses un montage Mais du coup, il faut que tu complètement puisses allemand. prouver que tu es crédible. C'est là où ton partenaire il rentre en jeu. Oui et non. La crédibilité, dans le fond, chaque asset ont une valeur. Donc, l'État voulait vendre, voulait s'en débarrasser, mais c'est une niche, c'est très pointu. Mhm. Donc, le nombre d'acquéreurs potentiels est très limité. Donc, ça prend un bâtisseur qui comprend, qui est capable d'investir pour la faire croître. Un grand groupe, c'est trop petit. Mhm. Et it's noise, c'est du bruit, ça les C'est pas intéressant. distrait. Donc, alors, il faut y voir et croire que tu peux développer ça. Donc, nous, on a fait une offre la division faisait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a fait une offre pour 30 millions d'euros. On a mis 10 millions en cash. On a financé 20 millions. Tu sais s'il y avait d'autres Et acquéreurs potentiels qui ouais, il y se avait d'autres acquéreurs potentiels, mais nous, notre proposition, c'est qu'on allait garder les employés. l'entité à Dresden. On allait investir à Dresden, qu'on allait développer à Dresden, puis c'est ce qui est arrivé. On a, on a eu de la croissance, mais finalement, on n'a pas juste cru à Dresden, on a ouvert aussi à Madison, au Wisconsin. On a fait une petite acquisition. On a ouvert aussi en Californie. On a ouvert aussi à Montréal, au Canada. On a ouvert aussi à Varna et à Sofia en Bulgarie Ouais, pour vous avez réduire nos coûts de développement. internationalisé le truc en fait. Ouais, ouais, on a investi à Hong Kong et à Shenzhen. Donc, on a internationalisé l'entreprise, mais avec la croissance, évidemment. Mhm. Et comment toi tu identifies cette boîte à partir du Canada? Est-ce que tu avais déjà l'habitude comme Alors ça là, de c'est là que regarder? mon partenaire, Thilo, Mm. devient intéressant parce que lui, il a un deal flow parce que lui, il gère le fonds Mhm. familial de la famille, il gère le family Mais est-ce office. que la Donc, il famille a avait toujours... l'habitude d'investir dans ce type d'industrie? Non, 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 pas du tout. Non, c'est là que moi, je rentre en ligne de Mm. compte. Donc, ouais. Ok, bah, c'est super intéressant et inspirant. C'est vrai que j'aimerais quand même que tu me dises un peu sur la partie de l'internationalisation. Comment est-ce que ça se fait? Euh, comment est-ce que tu ressens déjà que c'est le moment? Ok, là, j'imagine qu'au moment où tu internationalises, c'est là où forcément vous décuplez votre chiffre d'affaires. Oui et non. C'est que dans le domaine des techs, il faut avoir une vision internationale Day one. dès le jour 1. Sans ça, tu risques d'avoir des enjeux. Tu ne peux pas avoir une business régionale ou nationale. Il faut vraiment avoir une vision internationale. Donc, peu importe où sont les clients, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir vendre à ces clients-là. Alors, on développe nos produits ou notre modèle d'affaires avec une vision internationale jour. Donc, ce n'est pas une décision qu'on prend a posteriori, on le prend a priori. Mhm. Et est-ce que tu sais Day one que cette acquisition, tu vas, dans ta tête, c'est, j'ai vu une opportunité. Ok, on va développer des choses, on va développer localement et à l'international des choses. Mhm. Mais mon but à terme, c'est d'aller
faire du gros cash. C'est d'aller Oui, créer oui, du ben en fait, patrimoine. j'avais commencé, comme je l'ai dit, l'objectif, c'était une aventure de 3 ans, faire un flip. Mhm. Donc, c'est comme un flip Ouais. immobilier. Donc, tu rentres, tu nettoies, tu améliores, donc notre but, c'était de tout de suite de monter l'entreprise et de scaler les ventes, scaler les produits et éventuellement la rendre attrayante pour une plus grande multinationale. Mais évidemment, derrière chaque toute chose, quand tu achètes une maison, tu fais l'inspection, tu fais ton due diligence, on a acheté l'entreprise, on a fait notre due diligence, il y a des choses qu'on a manqué, quoi. Ouais. Donc, on a manqué beaucoup de Qu'il choses. fallait On rattraper pensait après. que le compte des clients était beaucoup plus intéressant. On pensait que la qualité de produit était meilleure. Donc, il y avait toutes sortes d'enjeux qui sont revenus et ça a mis le modèle financier à l'envers et il a fallu refaire les projections, refaire les modèles basés sur une qualité de produit moindre, basé une moins grande différenciation. Et là, il fallait redévelopper le portefeuille de produits, redévelopper une stratégie de développement et, euh, et encadrer. Donc, une de mes forces, c'est ça, c'est justement l'effet multiplicateur, Mhm. c'est d'identifier les problèmes et trouver des solutions et d'accélérer. Super. Et quand tu as exit, est-ce que c'était... Enfin, j'imagine que au moment où tu achètes, tu as une idée d'à peu près combien est-ce que tu penses exit. C'est vrai que tu pensais exit, tu as peut-être 3 ans et tu as dû prolonger le, 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 le développement. Mais est-ce que c'est ça, c'était dans tes projections, le chiffre auquel tu as exit? Non, en fait, moi, je voulais pas vendre tout de suite. Je voulais attendre parce que je croyais essentiellement que euh, d'ici 3 ou 4 ans, qu'on allait avoir une meilleure plus-value. Mais bon, mais il fallait investir encore plus à court terme et quand tu as des partenaires, ben, il faut que les partenaires soient alignés. Mhm. Et ça, c'est une leçon bien apprise qu'il faut retenir. On appelle ça, en anglais, on dit les choose carefully your bedfellows. Donc, c'est de choisir très bien tes partenaires parce que faut que les partenaires qu'on ait une vision alignée à court, moyen et long terme. Moi, j'avais une vision à moyen terme. Donc, tous les deux, on avait l'idée de faire un flip, mais du moment que je suis arrivé dans l'aventure et je réalise que c'est pas possible de faire un Il y a flip en encore du 3 ans, potentiel. donc là, j'avais on a réorienté la stratégie pour un plus moyen terme, un plus long terme. Et moi, je croyais que 3 ans de plus, on aurait pu aller chercher le milliard en valorisation. Mais bon, mon partenaire principal n'était pas dans cette logique-là et sa famille non plus. Comme tu as dit tout à l'heure, c'était pas un secteur qu'ils étaient habitués à investir. Mhm. Faut pas oublier. Donc, surtout les Européens, les grandes familles européennes qui sont riches pendant 300 ans, c'est qu'ils ne prennent pas de risques. Ouais, ils veulent stabiliser, ils préfèrent gagner peu, Eux, c'est mais de... 2-3 Ouais. pour cent de croissance par année, c'est fantastique. 10, 20, 30, Ça, ils 40, dorment par la 50 nuit, de ils vont croissance pas dormir annuelle. la nuit. Non, exact. Donc, c'est de la chance. Ça n'arrivera pas. Donc, the good times will be over. Et puis, donc, ils se sont dit, Et ça se tu sais, parce clash qu'on n'est ou pas, on peut discuter? bien sûr, ça crée, parce que, tu sais, il faut financer la décroissance. Donc, on est rentré, on faisait 30 millions finalement, ça a descendu à 16. Alors, tu as un manque à gagner de 14, tu sais, dans tes projections. Là, il faut financer. Donc, on finance la décroissance. Mais quand tu es en hyper-croissance, il faut aussi la financer. Parce que tu produis 1 an ou 2 avant de pouvoir récupérer. Donc, tu mets de l'argent en marche et tu ne récupères pas avant 2, 3 ans. Donc, chaque dollar que tu mets, donc à chaque année, il faut que tu en mettes. Tu continues jusqu'à ce que tu génères assez de cash flow maintenant que tu peux commencer à récupérer, à te payer des dividendes. Donc, c'est quand même, faut y croire. Mhm. Et essentiellement, après un certain temps, après avoir mis pas loin de 100 millions de dollars de plus dans l'aventure, les actionnaires ne voulaient plus, 100 millions d'euros, pardon, dans l'aventure, ils ne voulaient plus mettre d'argent et ne croyaient pas que ça allait valoir plus que ça allait éventuellement crasher. Donc, il y avait trop de risques. Mhm. Donc, ils préféraient
consolider leur valeur, leur valorisation Bien et flippé. donc c'est ça. Et ça, bien sûr, si tu veux le partager, hein, du coup, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on n'est pas d'accord entre actionnaires? Est-ce qu'on vend à la casse ou Ben, alors c'est ça. Donc, alors là, c'est l'autre histoire. Ça faudrait un autre podcast, mais c'est ce que quand j'ai dit qu'il fallait financer la croissance, il fallait la financer la décroissance? décroissance. Alors nous, on a fait l'acquisition 50-50. J'ai mis la moitié de la Des mise de 10 millions? départ. Voilà. Et lui, il a mis la moitié. Sa famille a mis la moitié. Et moi, j'étais à temps plein dans l'aventure. Lui, il était à temps partiel dans Mhm. l'aventure parce que lui, c'était le gars des finances. Donc, je me suis pas donné de contrat avec la compagnie, pas donné de stock options, pas donné de stock grants. J'avais rien parce que dans ma Il y avait au tête, moins un c'était pacte old associé, hein? school. On shake hands. Il n'y avait pas non plus de, de convention Non, d'actionnaires. t'as fait comme Donc, moi. c'était, T'as fait comme moi dans ma première c'était, association. voilà, la naïveté. Donc, on Et se dit, eux, on ils se le serre les savent. mains, on est C'est ça 50 qui est 50. surprenant. Ton associé, lui, il sait Voilà. ça, mais il te dit Donc, pas. alors là, moi, j'ai hypothéqué tout ce que j'avais. J'ai tout mis là-dedans. Et là, quand il fallait remettre de l'argent, mais j'ai pas les moyens de remettre de l'argent. Mais moi, je me suis dit, je me donne à 100%. Lui, sa contribution, c'est l'argent. Moi, ma contribution, c'est Ton énergie, ma ton intellect, capacité ton temps. intellectuelle, mon énergie. Donc, t'es Et obligé de donc, liquider une partie de tes actions quelque part. T'as pas le choix. donc là, ce qui s'est arrivé, c'est que plus il mettait de l'argent, sa famille mettait de l'argent, plus on Tu te diluait. diluais C'était de la toi. dette Ouais. convertive. Donc, finalement, ça, c'est la décroissance. Et là, il y a eu la croissance. Donc, il faut aussi injecter de l'argent pour manufacture, pour développer, Mhm. pour ainsi de suite. Donc, et moi, j'ai pas les moyens. Alors, je me faisais diluer aussi malgré que l'entreprise Mhm. prenait de la valeur. Donc, et là, je me suis jamais donné un contrat. Je me suis toujours payé le minimum nécessaire. Je me suis jamais donné des options d'action. Et tout ça. Donc, finalement, faire une histoire courte, c'est que 90% de la valorisation ou de l'actionnariat était avec sa famille et 10% est resté avec moi à la fin. Donc, quand on a fait le calcul. Et donc, malheureusement, c'est la réalité. Je me suis battu, j'ai tout fait pour essayer de récupérer, mais il était trop tard. Donc, c'est un peu de ma faute. Qu'est-ce que toi C'est t'as la appris de réalité, ça? mais Qu'est-ce que dans cette aventure, quels sont les éléments que il y a plusieurs dans tout ce que tu lances apprentissages. aujourd'hui, c'est incontournable, les incontournables de France. Là, Ben, il y a plusieurs incontournables. La première, c'est choisis bien tes partenaires. Donc, un partenaire, il faut que tu sois prêt à mourir avec le partenaire. Il faut aussi que tu sois prêt à avoir du succès avec le vous parlez partenaire. encore? Oui, on se parle, mais on n'est plus il y aura plus de partenariat avec nous, c'est fini. Donc, ensuite, une convention d'actionnaire, c'est comme un contrat de mariage. Donc, ça régit ce qui se passe au cas où. Et ensuite, une convention d'actionnaire doit être révisée à chaque financement. À chaque financement. Et Ok. Pas ensuite, c'est à pas chaque, parce que on se donne pas un timing, genre chaque 5 ans. non, à chaque financement. Ok. Donc, à chaque fois qu'il y a un financement, il faut revaloriser l'entreprise Donc et revoir les créer termes. une nouvelle convention. Voilà. Ensuite, c'est pas parce que c'est ton entreprise qui fait que il faut un contrat. Si tu es PDG, il faut un contrat de PDG de l'entreprise. De la même façon que tu vas engager un vice-président marketing, un vice-président ingénierie, tu vas leur donner un contrat, Mhm. tu vas leur payer un salaire, tu vas leur donner des options d'action. Ben, le fondateur ou le propriétaire ou l'actionnaire qui est aussi opérateur, il doit aussi se donner un contrat. Moi, j'avais pas ce Mais au genre de début, on n'a pas contrat-là. souvent de l'argent quand c'est une affaire qu'on lance de zéro. Comment est-ce qu'on Bon, fait? alors ça c'est l'autre erreur. Il faut s'entourer d'experts qui vont nous conseiller et il faut écouter les experts. Donc, ça coûte plus cher de ne pas le faire que de le faire. Donc, tout à l'heure, tu disais, ah non, ça coûte cher, on n'a pas beaucoup d'argent. Ben, à ce moment-là, ne te lance pas. Parce que si tu ne le fais pas, l'ambiguïté va coûter beaucoup plus cher. Mhm.
Alors, donc, je peux te garantir que je fais plus ces erreurs-là. Donc, Waouh, c'est et aujourd'hui, ben, je suis passé, là, je suis l'aide Artec, on développe des logiciels pour l'aide à la conduite, utilisant l'intelligence artificielle. Donc, on est un leader mondial dans le domaine et on pense qu'on a un potentiel de création de beaucoup de valeur et je suis fier. On a amené l'aide Artec à la bourse de la Nasdaq. Mhm. Donc, ça aussi, c'est une Est-ce première. que Donc, tu veux on nous a, parler un petit peu de comment est-ce que tu lances ça? Est-ce qu'il y a un lien avec les aventures d'avant? Qu'est-ce qui t'a inspiré justement? Puisque là, on ne parle pas que de logiciel, c'est du hardware et comme son nom non, l'indique, le non, c'est hardware, vraiment c'est du dur. logiciel. Non, non, c'est vraiment du logiciel. On ne fait pas d'hardware de Ça veut dire, l'Artec. dans les autos, vous implémentez ça, c'est pas vos propres, c'est pas vos, Les véhicules, non, non. Nous, on travaille avec les constructeurs où est-ce qu'on intègre notre logiciel dans l'auto. OK, ça reste Et purement logiciel, il y a logiciel. pas Ouais. d'éléments physiques. Non, non. Alors, donc ça, c'est un autre modèle d'affaires. C'est complètement différent. C'est Et du SaaS. bon, la raison pour laquelle qu'on a été dans le domaine, c'est pas compliqué. J'ai une expertise dans le secteur de l'automobile, plus de 25 ans dans le secteur. Je connais bien le marché, je connais bien les accès, mais aussi l'expertise en acquisition et traitement de signal, l'expertise logicielle, l'expertise des microprocesseurs. Donc, c'est toute une continuité et essentiellement, les prochains 10, 20, 30, 40, 50 années, ça va être les années de logiciel. Ouais. Donc, essentiellement, l'intelligence euh, va provenir du logiciel et plus les années passent, plus la sécurité et l'aide à la conduite deviennent standards ou normées, deviennent mandatoires dans toutes les juridictions, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Japon et en Corée. Alors, ce qui fait en sorte que les besoins en logiciel grandissent et c'est un marché de euh, aujourd'hui qui est estimé à plus de 40 milliards et qui s'en va à plus de 100 milliards. Donc, c'est un marché énorme et il y a très peu de compétiteurs et on pense que si on est capable de réussir notre pari, on va créer une entreprise d'envergure à très, très haut niveau. Tu l'as lancé tout de suite après l'aventure avec ZMDI? Non, c'est encore une acquisition d'actions. Ah, Tout de suite après. Oui, ok. oui. L'Edartec a été fondé en 2007 par un groupe de chercheurs à Québec. Moi, je suis arrivé 10 ans après leur fondation, en 2017, et c'est à travers l'investissement et l'acquisition. Ouais. Tu suivais le projet déjà avant ou c'est t'as découvert ça comme ça après l'aventure d'avant? Ouais, ben en fait, c'est en 2014, j'ai commencé à préparer mon prochain projet et bon, à ma Préparer ton prochain stupéfiance, pendant le truc? T'avais déjà détecté, t'avais déjà ressenti que ça allait pas très bien, ça ouais, sentait le ben sapin déjà? je travaille toujours sur plusieurs projets en parallèle. Mhm. Donc, en 2014, j'ai vu le potentiel de ce marché-là. Et en 2015, j'ai fait une approche et finalement, on a commencé à entamer des discussions. Et en 2016, j'ai fait un investissement. Et en 2017, je suis rentré à temps plein dans l'aventure. Ok. Et tu rentres tout seul? T'as des partenaires, des... Ben oui, on a toujours des partenaires parce qu'on a plusieurs investisseurs chez l'Edartec, mais essentiellement, oui. Aujourd'hui, en fait, c'est un investissement de ma famille, disons, dans tout ça, mais oui. Ok. Donc, les chercheurs, comment est-ce qu'on achète un projet, on rentre dans du capital d'un projet de chercheurs? Parce que les chercheurs, Ben, généralement, c'est pas ouais, les personnes les plus expressives. c'est vrai, mais évidemment, après 10 ans, il y a eu plusieurs rondes de financement de la compagnie. Mhm. Moi, je suis arrivé, dans le fond, pour changer le modèle et
bénéficier de la propriété intellectuelle. Donc, on a monté un nouveau modèle d'affaires Mhm, et on a été levé 100 millions de dollars US mhm. avec le nouveau projet pour monter l'entreprise et accélérer la Là, croissance. c'était des VC classiques ou des VC privés? Voilà, oui, oui. Mais des stratégiques aussi. Mhm, Donc, on avait, par exemple, Delphi, qui est maintenant splitté en deux entreprises, Delphi Technologies et Aptiv. Il y avait aussi Magneti Marelli, qui était la division composante de Fiat, qui ont été achetés par KKR, qui sont maintenant une combinaison de Marelli et j'oublie le nom, Kensai, mhm. Kansei Kensai, qui est une entreprise japonaise, un équipementier. Et puis à l'époque aussi, on avait Osram, qui est une spin-off de Siemens, Ah, toujours en qui lien avec faisait des l'Allemagne. lasers. Ouais. Donc c'est et une entreprise de la Silicon Valley, Integrated Device Mhm. Technology, qui eux avaient acheté ZMDI. Justement, on n'avait même pas Donc, parlé de la revente. À qui est-ce que ça a été revendu? Et ça existe ouais. toujours? Ben, Integrated Device Technology a été acheté par Renaissance pour 7 milliards de dollars. Wouah. Ouais, T'as eu un peu le ouais. seum? T'as eu un peu un petit... Même pas, non, j'ai quitté trop vite. Mais c'est ce que je te disais, c'est qu'on a vendu trop tôt, Ouais, à mon avis. Donc, mais bon, on essaie de ne pas reproduire ça avec les Dartec. Mais incroyable. voilà, donc, Et c'est quoi? C'est alors, juste parce qu'ils avaient gardé ton contact qu'ils sont rentrés dans la nouvelle aventure ou t'es allé vers eux? non, non, j'ai été vers Mhm, eux. Ouais, parce que je croyais qu'ils pouvaient amener de la mhm. valeur. Yes. Et peut-être si on rentre dans le détail, comment est-ce que c'est quoi cette entreprise et euh, c'est quoi le but à terme, vraiment concrètement parlant, avec ce logiciel, avec cette technologie? Ben, en fait, c'est d'aider à sauver des vies, à éliminer ou réduire ou éliminer les accidents de la route qui sont causés par l'erreur humaine. Donc, on met de l'automatisation, d'aide à la conduite, éventuellement les systèmes de conduite autonome. Alors, notre logiciel, dans le fond, il recrée l'environnement en trois dimensions, plus de 30 fois la seconde, en très, très haute définition, riche en couleurs, et ce qui permet aux véhicules de bien comprendre la route et de prendre des décisions de conduite les plus sécuritaires en identifiant, classifiant et segmentant les obstacles dans la route et en identifiant en planifiant le trajectoire et essentiellement permet aux véhicules. Donc nous, les humains, on a une vision périphérique à 90 degrés, best 120 degrés. Mhm, Alors maintenant, si on est capable maintenant d'avoir l'automate, de créer 360 degrés de vision périphérique en trois dimensions, tu peux t'imaginer qu'il n'y a plus d'angle mort. mhm. Le véhicule a une vision périphérique tout le temps et tout le temps au courant, non-stop de ce qui se passe dans son environnement. Alors, ça rend le véhicule pas mal plus sécuritaire et on peut éliminer les collisions de base qui affectent évidemment la route aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que ça a vocation à être utilisé par que des véhicules, des automobiles? Est-ce que c'est une technologie qui s'implémente, je sais pas, peut-être dans des avions? Non, quoique. Alors, oui, dans les avions, il n'y a pas vraiment un gros marché, mais on parle maintenant, tu sais, les systèmes de véhicules personnels, le camionnage, mais aussi les véhicules hors route. Donc, on parle d'agriculture, minier, construction, euh, a- euh, 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 tu sais, euh, tous ces véhicules de camions commerciaux, Mhm, les camions mhm. lourds. Donc, tout ça, ce sont tous des domaines d'application qui peuvent bénéficier de notre technologie. Donc, c'est un marché énorme. Tu as parlé de voitures autonomes. C'est vrai que bon,
Je sais que dans certaines villes, il y a des tests, même à San Francisco, mais aujourd'hui, c'est pas encore fonctionnel. Du moins, c'est pas encore ouvert au grand public, j'imagine. Éventuellement, ce sera le cas, mais aujourd'hui, la priorité, c'est pas la conduite autonome, c'est vraiment l'aide à la conduite. Donc, avoir des fonctions qui sont effectuées par l'automate, ou est-ce que l'automate est meilleur que le conducteur à faire? Donc, détecter les obstacles dans l'angle mort, l'humain n'a pas de yeux derrière la Mhm. tête. Il est obligé de regarder devant tout le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe en périphérie ou sur les côtés? Ben, la machine peut déterminer et vous aviser que c'est pas le bon moment pour tourner à droite ou c'est pas le bon moment pour tourner à gauche. Ben, l'humain n'est pas capable de voir à travers les objets. Donc, par exemple, s'il y a un immeuble et qu'il y a un enfant qui traverse de l'autre côté de l'immeuble, la rue, tu ne le vois pas tant longtemps qu'il ne se pointe Mhm. pas. Donc, euh, le véhicule peut ralentir pour toi parce que dans la périphérie, il voit que derrière l'immeuble, il y a un enfant qui risque de traverser. Donc ça, c'est cette vision-là que l'humain n'a pas, que la machine peut avoir parce que l'environnement est recréé en 3 dimensions et prend en considération les objets obstrués ou les objets qui sont, qui sont dans le fond, dans notre blind spot ou dans notre angle mort. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes déjà implémenté dans, je sais pas si tu peux en parler, peut-être des clients, des marques Euh, existantes. non, pas encore. On travaille avec des clients actuellement. Donc, ces clients-là vont intégrer notre logiciel d'ici 2027-28. Mhm. Ça, c'est public? Non. Donc, Les noms des marques. non, Ok. non, c'est pas encore public, mais on travaille avec plus d'une trentaine de clients. Mhm. On a annoncé ça publiquement qu'on travaille avec une trentaine de clients et éventuellement, on devrait être en mesure d'en annoncer quelques-unes publiquement, mais pour le moment, on garde ça en silence. Il y a des brevets, forcément. Oui, oui, on a plus de 160 Ouais, quand même. ouais. Mais là, il y a des trucs qui existaient déjà avant que tu rentres dans le capital, quoi. Qu'est-ce Des que tu veux brevets. Je dire? veux dire, il y a des trucs qui ont été développés avant par les chercheurs qui ont été brevetés Ah oui, oui. que t'as repris, Qui quoi. sont intégrés dans notre pays intellectuel, ouais. Ok. Waouh, c'est c'est impressionnant. Et comment ça se passe avec un produit euh, aussi intéressant que les Datatech, mais qui n'est pas encore complètement sur le marché? Comment est-ce que ça se passe avec des potentiels clients? Est-ce qu'ils financent en fait le développement ou alors il y a comme une promesse? Je fais un peu le parallèle avec ce qu'on parlait en début d'entrevue. Là, tu as des potentiels clients qui sont intéressés par ta solution et qui sont prêts à l'implémenter. Est-ce qu'ils payent avant? Est-ce qu'ils payent au moins un acompte? Comment est-ce que tu réussis à soutenir justement ton fonds de relevant? Ben, en fait, nous, on lève, on est comme une biotech, on lève pour le prochain milestone. Mhm, Donc, on se finance avec de l'équité et essentiellement, c'est principalement notre modèle. C'est on a dit qu'on allait avoir du capital jusqu'à la fin de l'année mhm. et qu'on va devoir lever de l'argent pour notre prochain milestone. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement. Alors, on pense qu'on est bien positionné pour notre prochain financement parce qu'on a généré des milestones qu'on voulait générer. On ne veut pas lever trop de capital parce qu'avoir trop de capital, ça vient avec son lot d'enjeux aussi. Donc, essentiellement, on veut lever basé sur les milestones et éventuellement ne pas trop lever, lever exactement ce qu'on a de besoin pour arriver au moment opportun que l'on puisse générer du cash flow. Nice. C'est vrai que là, on est à la bourre au niveau du temps. J'ai des questions, j'ai encore plein de questions à te poser. Bon, je pense qu'on aura une occasion d'en reparler lorsqu'on va faire un follow-up plus tard. Et je te prends juste quelques minutes encore pour les questions de fin là. Tu m'as dit que tu étais au Cameroun déjà? Oui, oui, en fait, j'étais au Cameroun en 2014 lors
il y avait un sommet sur le numérique Mhm, organisé à Yaoundé par le gouvernement, mais aussi organisé par Afrique Expansion et la, la sénatrice maintenant, Amina Gerba. mhm. Donc, j'étais un conférencier d'honneur, mais aussi un mentor invité. Et ouais, j'ai adoré de voir la jeunesse, la vivacité, l'intelligence, le désir des gens du Cameroun. J'ai vraiment adoré. J'ai hâte de retourner. Je n'ai pas eu la chance de retourner, mais j'ai bien hâte d'y retourner. Nice. Tu nous parles Et rapidement. c'était Ouais, vas-y, aussi je t'ai coupé. ma, ma première visite sur le continent Africain. africain. Ouais. C'était vraiment quelque chose pour moi. Pendant le C'était la défilé en première fois. plus, vu que c'était la période de... Ouais, ouais, exact, dans le défilé, c'était la première fois que je pouvais voir un pays où est-ce que les gens, tout le monde me ressemble et que c'est les Tout le gens monde qui te me ressemblent ressemble, qui c'est sont au bizarre. pouvoir. Non, moi, j'ai adoré ça. Super. Tu nous briefes rapidement en quelques secondes sur le groupe 3737. C'est quand même, je sais que c'est un projet qui te porte à cœur. Oui, ben en fait, le groupe 3737, c'est le plus grand incubateur accélérateur au Canada. Et ça a été fondé par mon épouse et moi Mhm, en mars 2012. L'idée, c'était d'utiliser les technologies et l'innovation comme outil de création d'emplois pour accompagner des entrepreneurs et soit des startups ou des entreprises existantes, mhm, mais aussi des entrepreneurs à caractère, des entrepreneurs à profit, mais aussi des entrepreneurs sociaux, mieux les accompagner afin de développer leur entreprise ou leur OBNL. Et finalement, ça a été un très grand succès. Donc, on accompagne des milliers et des milliers d'entrepreneurs à chaque année. Donc, on a, c'est un projet qui a généré beaucoup de valeur parce que c'est à peu près 20 millions d'investissements qui a généré plus de 1,8 milliard de retombées économiques. Donc, hein, on est très fiers de ça et ça continue à se développer à travers le Canada. On est à 12 endroits à travers le Canada et notre modèle, on évalue avec plusieurs partenaires. Donc, euh, on a fait plusieurs missions commerciales en Afrique, mhm. au Sénégal, euh, euh, et là, on planifie une prochaine mission à Abidjan, en Côte d'Ivoire, début novembre. Super. Est-ce que tu aurais un bouquin à recommander? Si tu as un bouquin offert comme ça à tout le monde, ce serait quoi? Ben, en fait, j'en ai plusieurs, mais celui qui me vient par la tête, c'est Good to Great de Jim Collins. En fait, c'est un livre qui parle de comment monter des entreprises de grande envergure, comment avoir le leadership nécessaire pour passer de euh, correct à great. Nice, trop stylé, on va mettre ça en description. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer. Ben, en fait, je dirais, c'est de voir grand. Combiné avec l'idée de se mettre dans un environnement ou dans un contexte où est-ce que nos chances de réussite sont plus grandes parce qu'on côtoie des experts à tous les jours, où on se mesure à des experts à tous les jours, c'est d'avoir l'audace, d'avoir l'ambition de voir grand, de vouloir aller à l'international et se mettre confortable à être inconfortable. Super. On te contacte où? LinkedIn, Instagram? Oui, LinkedIn, c'est plus facile, donc Franz Saint-Elémy sur LinkedIn, facilement trouvable. Super, Franz. Franz, la dernière question. Ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Un débrouillard, c'est quelqu'un qui est résilient, qui est un problem solver, qui trouve des solutions, mais qui aussi n'a pas peur de demander, n'a pas peur de trouver tous les moyens ou d'aller chercher les moyens nécessaires pour réussir. Je te remercie pour ton temps, Franz. Merci pour l'inspiration. Merci pour tout ce que tu fais. On a hâte de suivre la suite de l'EDA Tech ainsi que tous les projets connexes que tu fais. Et j'ai hâte qu'on se reparle très bientôt pour faire un follow-up lorsque tu auras passé le cap des 10 milliards.
Super. À Et bientôt. merci beaucoup, Guy. Super. À bientôt.